présentation de toutsurlehockey.com. Vendredi 17 septembre 2021. Ça a été une semaine un peu spéciale pour les amateurs de hockey au Québec, même au Canada, si on veut dire, avec toute la saga de David Etegi. Mais donc après cette semaine-là, j'ai pas eu beaucoup de temps pour regarder du hockey. Je vais vous dire là, il y avait pas beaucoup de games disponibles et Instat a été down pour une soirée, donc je manque un peu de contenu pour faire un épisode de rapport d'observation. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon top 20 des meilleurs espoirs de l'Europe. Donc, bienvenue au Scoutcast. Donc bonjour tout le monde, encore mon nom est Pascal, je suis chroniqueur au toutsurlehockey.com, membre du TSLH podcast. Aujourd'hui, comme je disais avant l'introduction, je vais vous parler d'espoir européen. Je vais aller, c'est un top 20 en fond. Je vais commencer par mes mentions honorables qui seront pas dans le top 20 et je vais aller de 20 à 1. Tous des espoirs que j'ai parlé, je crois, dans les 2 premiers épisodes. Donc oui, c'est un peu de répétition, mais je voulais quand même faire un top 20 et vous le présenter à l'audio pour faire un épisode spécial là-dessus. Habituellement, dans ces genres d'épisodes-là, dans mes tops, j'ai des collègues avec moi, des collaborateurs, comme Matt Parra ou Larchie. Mais Larchie, il n'a pas encore commencé le scouting du draft 2021. Donc, pour l'instant, il y a du retard pour 2022. Et Matt vient tout juste de commencer. Donc, on va lui laisser un peu de temps avant de l'inviter aux épisodes hors série Scoutcast. Donc, je vais aller tout de suite. Je vais commencer tout de suite par mes mentions honorables de ce top 20-là. C'est surtout des jeunes que j'ai pas regardé beaucoup. Donc, j'ai pas beaucoup de visionnement sur ces jeunes-là. Donc, je me sentais un peu mal à l'aise de les insérer dans un top. Si j'aurais pu faire un top 25, un top 30, parce que j'ai au-dessus de 50 espoirs regardés en Europe là, pour le moment. Mais je préférais les écarter pour le moment, juste de les mettre dans les mentions honorables au lieu de faire un top 25. C'est sûr que j'aurais pu en mettre 30, des mentions honorables, mais ça sert à rien. Donc, je voulais juste mettre des espoirs que j'évalue comme potentiellement avec du potentiel. Des espoirs avec du talent un peu que j'ai apprécié regarder. Donc, je commençais avec un Allemand qui s'appelle Julian Lotz, que j'ai regardé au Illinka et aussi dans la DEL en Allemagne pour 2 matchs. Power forward rapide, avec un petit peu de finesse dans son jeu. Manque un peu de finition un peu partout, mais il y a beaucoup d'éléments physiques. Là. Pourquoi je l'ai pas mis? J'ai quand même beaucoup de visionnement pour lui, mais pas en dehors de la pré-saison puis du Illinka. Donc, tu sais, l'Allemagne était pas... c'était pas une équipe super forte, là, on va se le dire. Ils ont perdu 10-0 contre les États-Unis, je me souviens bien. Et les États-Unis avaient vraiment pas une bonne... Les États-Unis avaient vraiment pas une bonne équipe. Donc, je préférais l'écarter de mon top 20. Je l'aime beaucoup, là, il y a beaucoup d'habiletés, mais je pense pas qu'il va sortir très tôt dans le repêchage. Donc, par très tôt, je veux dire première et deuxième ronde. Là, ça se pourrait quand même. On va voir son développement au cours de l'année. Mais je dirais plus pour le milieu du repêchage. Donc, je l'ai écarté, mais ça se peut très bien que plus tard dans la saison, il augmente un petit peu. Ensuite, Adam Zinka. C'est un espoir que j'ai regardé juste au Illinka. Il y a des matchs qui ont sorti... v'là pas long, là, dans la USHL en pré-saison. J'ai pas eu le temps de l'écouter. En fait, c'est ça que je voulais faire hier. Donc, peut-être qu'il aurait été dans le top 20. Mais j'ai pas eu le temps. Puis pendant le Illinka, je l'ai pas remarqué nécessairement beaucoup avec la Slovaquie. Je sais qu'il y en a certains observateurs qui l'ont bien aimé malgré son manque de production. Mais pour être vraiment honnête avec vous autres, dans la Slovaquie, dans le Illinka, la qualité d'image était vraiment pas bonne, malheureusement. Et leur gilet était bleu foncé avec les numéros rouge foncé. Donc là, pour vraiment reconnaître les joueurs, il fallait que tu t'habitues à leur
body language, là, comment il patinait. Fait que, tu sais, je me suis concentré surtout sur des espoirs importants pour apprendre un peu comment il patinait pour les identifier quand ils font des jeux. Fait que Zdenka, je sais pas comment le nommer, c'est Zinka ou ben c'est Z-L-N-K-A. Il y a une voyelle pour 5 lettres. Ouais, une voyelle pour 4 consonnes. C'est un peu difficile à dire. Mais bon, appelons-le Adam. Donc, Slovaque, qui va jouer cette année aux États-Unis. Donc, très content de pouvoir le voir dans la USHL. C'est une ligue que j'ai beaucoup aimée l'année passée. Et l'année d'avant aussi. C'est une ligue que j'adore. Mais c'est tout le temps le fun qu'il y ait des espoirs un peu plus là, qui vont jouer avec eux autres. Il va jouer pour Sioux Falls, je crois. Sioux City. En tout cas, la même équipe que Cole Sillinger l'année passée et de Jack Smith, l'espoir des Canadiens de Montréal. Qui peut-être éventuellement, je vais vous parler dans un épisode si j'écoute des matchs. Je n'écoute un jusqu'à date. C'est un gars un peu... bref, je m'écarte. Désolé. Ensuite, Alexander Suzdalev. Suzdalev, mais c'est un peu spécial à dire. Donc, Soudalev, probablement, qu'on mentionne. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes, je l'ai mentionné dans le dernier épisode, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes en Europe qui nous écoutaient. En ce moment, on est premier en Belgique pour les podcasts hockey. Écoutez, merci. on est vraiment content de ça. Désolé pour les prononciations, désolé si j'ai mon accent du Lac-Saint-Jean au Québec, si je parle vite, des fois je mange mes mots. Dans la semaine passée, j'arrivais chez le dentiste, ils m'ont piqué 7 fois dans la bouche, donc ça se peut que ça a été terrible à écouter, là. Mais bon, bref, à l'avenir, je vais essayer de parler un peu plus lentement et au niveau de la diction aussi, et peut-être étudier un peu plus comment qu'on prononce les noms. Je sais qu'Elite Prospect le font, fait que je vais essayer d'étudier un peu la chose avant mes épisodes, mais je vous promets rien. Donc, Alexander Sozlev, Alexander, on va le nommer comme ça, Finlandais, c'est un Suédois. Lui, je l'ai écouté une ou deux parties en Suède. Vraiment aimé ce que j'ai vu, très dynamique, mais je l'ai pas assez vu encore. Donc, je me suis pas... j'ai pas tenté de le classer dans mon top 20. Là. Je l'ai vraiment mis d'émotion honorable. Sachez que je vais la regarder vraiment beaucoup cette année parce que j'ai adoré ce que j'ai vu. Même chose pour Noah Hoslund, qui est un Suédois que j'ai vu dans Ellinka, mais il a pas produit beaucoup. Là, il y a un match qu'il a joué dans sa ligue, là, qui est la G20 National. Mais c'est passé un match pour vraiment le mettre dans le top 20. J'avais aimé ce que j'avais vu au Ellinka. Gretzky, très dynamique, très engagé, un gars qui va jouer dans les deux sens de patinoire, mais petit, puis il avait manqué de production, je pense en 5 matchs, il avait produit une passe. C'était pas assez, donc malgré tout le talent qu'il démontre, peut-être un petit manque de finition ou de vraiment de capacité à savoir comment produire. Dans le fond, tu sais, il faut qu'il sache se placer dans des situations où il va être menaçant, puis on dirait que c'était plus la périphérie dans le Linka, donc je vais le garder encore une fois à l'œil pour la prochaine année. Et je vais vous faire des rapports de repérage une fois de temps en temps. Et ensuite, Yanni Newman, qui est un Finlandais, un power forward, qui joue en Finlande présentement. Il joue dans la même... Il joue en Liga. Il n'a pas joué en Liga. Il a joué dans Ellinka. Il a joué dans Four Nations. Je l'ai pas marqué beaucoup dans Ellinka, même s'il est bon. Je sais que c'est un gars en ligne droite qui utilise son physique, un bon shot. Dans le Four Nations, il a joué avec la Finlande et je l'ai pas remarqué beaucoup, j'ai pas adoré, mais il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Mais je sais qu'il y a du talent, ce gars-là. Fait que je l'ai mis dans mes mentions honorables, mais il m'a pas encore prouvé qu'il méritait que je le classe dans mon top 20. Mais ça va probablement arriver dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. Donc, gardez son nom en tête avec l'autre... avec Joakim Kemell, qui est un autre Finlandais, qui joue dans la Liga présentement dans la même équipe que Brad Lambert. Très bon espoir, là, mais je m'avancerai pas plus pour lui, j'ai pas encore assez regardé. Donc, on va commencer le top 20. Je vais commencer avec un défenseur, Mathias Havelid, qui a eu quand même un bon Ellinka Gretzky, très dynamique, offensif, mobile, mais prend énormément de risques dans sa zone dès qu'il y a un petit peu de pression, il a tendance à paniquer, à se débarrasser de la puck et à créer des revirements. Donc ça va être une prise de maturité. Il va falloir qu'il se prenne pour lui. L'offensive, ça va bien. Il n'y a pas de problème, mais il va falloir qu'il utilise sa mobilité à bon escient en défensive pour écarter de la pression, pour s'écarter de la pression. Donc quand il y a de l'échec avant, ce
tout cas, la nationale, c'est pas la ligue qui a plus d'échecs qu'avant. Mais ça va lui permettre justement d'avoir beaucoup d'espace, puis quand il y a un échec avant un peu, mais d'utiliser sa mobilité pour passer en arrière du filet ou peu importe, un petit tourniquet pour éviter la pression. Sinon, ben la passe, faut qu'il passe. Mais il manque de relance. Tu sais, c'est con à dire pour un défenseur qui a autant de mobilité, mais il manque de relance. Puis pour l'instant, ça me gosse un petit peu. Donc, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Là, mais sachez qu'il y a beaucoup de talent, Mathias Avlid, puis je suis sûr que les équipes de la Ligue nationale de hockey, les scouts, les recruteurs vont l'adorer, mais j'ai des drapeaux rouges pour lui. Là. Et quand je l'ai vu dans la nationale, ça avait pas de l'air à y tenter tant que ça. Il était pas en tout... il était pas à la tâche, là, dans le fond, il botchait un peu, je trouve, sa glace, il avait de l'air frustré. Donc, je sais pas si il aurait aimé mieux être dans la SHL, parce que ça jouait pendant ce temps-là, pendant les matchs que j'ai écoutés. Donc ça, je sais pas s'il y a un problème d'attitude. Là. C'est vraiment pas ça que je veux avancer. Là. C'est juste que ça, à la glace, il avait de l'air frustré. Mais on va voir au cours de l'année. Si j'étais un vrai recruteur, j'aurais parlé à son coach puis à son entourage, mais je suis pas un vrai recruteur, je suis juste un chroniqueur sur un site de hockey qui est passionné par le hockey. Donc, par les espoirs, le repêchage. Donc, sachez que j'ai regardé quelque chose, puis ça me gosse un petit peu. Bon, bref. 19e, un autre Suédois. En fait, il y a beaucoup de Suédois dans mon classement. Là. Je le cacherai pas. Il y a des Russes, des Suédois, des Finlandais, puis quelques Slovaques. Donc, c'est principalement les pays qui jouent en ce moment. C'est sûr qu'il n'y aura pas de Français, malheureusement pour vous, les Français. Il n'y a pas de Français dans mon classement. Pour le moment, ni de Britanniques, de Suisse. Il y a un Autrichien. Mais il n'y a pas de... Y a-t-il un Suisse? Oui, il y a un Suisse. Oh! Bref. Donc, le 19e, Fabian Wagner. Wagner, c'est un ailier droit, mais il est gaucher. Très rapide. C'est ce qui me... En fait, c'est le premier joueur que j'ai remarqué en regardant le Linka Gretzky, en regardant la Suède. Je crois que c'était contre l'Allemagne. Ouais, contre l'Allemagne. Et il m'avait vraiment impressionné par sa rapidité. Il manque de finition autour du filet. Dans le fond, tu sais, quand il arrive avec la puck au niveau du filet, il est capable de déborder le défenseur, mais son tir est un peu faible, peu précis. Ça m'a pas vraiment impressionné. Des fois, sur certaines séquences, oui, son lancer va être correct, mais il faut qu'il apprenne à utiliser le défenseur devant lui, vu qu'il est hors l'aile. Au fond, il est à droite, mais il est gaucher. Il y a un avantage sur les défenseurs, en plus de sa rapidité, mais il l'utilise pas beaucoup. Un peu comme, tu sais, Lucas Raymond, mettons, c'est une affaire qui utilise vraiment beaucoup l'écran devant lui, mais lui, il a de la misère un petit peu. Là. Fait que ça, il va falloir qu'il l'améliore, surtout que c'est un gars en ligne droite, avec la rapidité, avec l'explosion. Donc, j'ai hâte de le voir un peu meilleur là-dessus. Mais j'ai quand même espoir là, que ce prospect-là va sortir assez tôt. Peut-être pas dans la première ronde, peut-être pas en deuxième, mais il y a du talent. Bref, il y a un potentiel là. Mais je l'ai mis 19e, fait qu'attendez-vous pas à le sortir à ce qu'il sorte en première ronde. Bon. Après, Elias Peterson, qui a la même orthographie, si vous voulez, que Elias Peterson des Canucks de Vancouver, mais lui, c'est un défenseur. Je l'avais trouvé quand même bon, Linka Gretzky, mais c'est le genre de défenseur que tu remarques pas beaucoup sur la glace. Il devrait ressortir plus à cause de son talent, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il s'affaire plus à jouer défensif, à être stable. Donc, c'est un peu maigre comme jeu, là, comme façon de jouer. C'est un peu pâle ou bien terne, si vous voulez. Donc, je l'ai mis assez bas dans mon classement, mais je l'aime bien. Il n'y a pas de problème avec lui. Je vais vraiment étudier sa façon de jouer tout le long de la saison. En ce moment, je crois que j'ai écouté 2 ou 3 matchs en dehors du Hlinka. Et c'était la même affaire un peu là que dans le Hlinka, mais un peu plus négatif, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de panique dans son jeu. Mais c'était des matchs où il y avait quand même pas mal d'échecs avant. Donc, j'ai hâte de voir sa progression là, dans les prochaines semaines. En fait, c'est quelque chose que je vais dire pour chaque espoir, comme d'habitude. Si vous suivez le Scoutcast, vous allez vous rendre compte assez rapidement que que je vais dire ça souvent, j'ai hâte de voir sa progression, j'ai hâte de voir le prochain match. Bref. Là, pour l'instant, c'est sûr, j'ai parlé beaucoup des mêmes joueurs, mais là, avec toutes les ligues qui commencent à starter, ben, je vais être capable de parler de beaucoup plus d'espoir et de switcher par pays à chaque épisode. Donc, genre, il va y avoir un roulement. Là, la USHL a commencé. La LHJMQ, c'est dans 2 semaines, mais il y a une pré-saison en ce moment. Donc, peut-être que je vais avoir accès à ces matchs-là. Je ne sais pas si une stat va avoir accès. Donc, ça va être plus intéressant.
Ensuite, 17e place, Ilya Rogovski, un Russe. Puis juste avant, il y a Alexander Pervalov. Deux Russes, un à la suite de l'autre, au 17 et au 18e rang. Au 16 et 17e rang. Deux gars qui sont purement offensifs. Pervalov, en ce moment, il a vraiment un bon début de saison. Je pense qu'il y a 6 buts en 5 matchs dans la MHL, qui est la Ligue junior de Russie. Très, très menaçant. Efficace le long du filet. Autour du filet. C'est un gars qui est capable de jouer en périphérie puis de couper au centre ou de rentrer quand il y a des failles pour avoir des chances de marquer ou s'offrir en option de passe pour ses coéquipiers. Très, très bon prospect. Je l'ai mis un peu bas au 16e rang. Il pourrait être un peu plus haut. Je pense que je pourrais le mettre 14-13 là, dans ce que j'ai là en ce moment. Mais il va falloir que j'en voie plus pour lui parce que j'ai pas regardé ses 3 derniers matchs. Et c'est là qu'il a commencé à être plus intéressant. Donc, c'est sûr que là, je pouvais pas le mettre plus haut parce qu'il manque un peu de visionnement. Mais je vais sûrement vous en parler la semaine prochaine. Tout comme Rogovski, qui lui manque un peu plus de constance, mais tout aussi menaçant. Mais il va falloir qu'il mettre plus de chiens sur la glace, mettons. Surtout en défensive, qui se laisse glisser, là. Mais la MHL, pour les attaquants, c'est pas... mettons que c'est pas la meilleure place pour voir les attaquants défensifs. Là. C'est pas... Enfin, bref. On commencera pas à les descendre pour rien, là. Mais ces deux espoirs russes-là, ils vont probablement suivre dans mes classements tout le long de la saison. Là. J'ai la misère... En ce moment, j'ai la misère à les départager. Pour savoir lequel est meilleur que l'autre. Mais là, pour l'instant, Perevalov commence à se détacher de Rogovski. On va voir si ça se poursuit. Ensuite, un que je sais que le monde va aimer, mais pour l'instant, j'étais un peu pâle dessus. C'est juste que son package est tellement intéressant que j'ai pas le choix de mettre un peu plus haut. Donc, Philip Bysted. Pour la formation de mes tops cette année, de mes rankings, de mes classements, appelez ça comme vous voulez, je vais essayer de changer un peu ma façon de faire comparativement à l'année passée. L'année passée, si vous avez vu mon classement, j'ai mes petits préférés, ok? J'ai mes petits préférés que je mets vraiment haut souvent, comme Matthew Nice l'année passée, Ayrton Martino. Puis c'est correct, les recruteurs, ceux qui en ont un préféré. Mais moi, ma job est pas en jeu quand je fais mes classements comparativement à un vrai recruteur comme Trevor Timmins ou Shane Sherla avant avec le Canadien. Donc là, ce que je vais essayer de faire un peu dans ma mentalité, c'est de mieux évaluer le rapport risque et probabilité de faire la Ligue nationale de hockey. En fond, oui, un attaquant comme, mettons Ayrton Martino, que j'ai mis 16e, je crois, l'année passée, ou 18, je ne me rappelle plus. C'était beaucoup trop haut si on regarde où qui a été, si on regarde où qui est sorti au repêchage. Je me rappelle pas c'est quoi le rang, là, mais c'était vraiment tard. Et c'était un joueur de périphérie qui paye pas le prix, mais qui a beaucoup de talent, puis qui a produit beaucoup. Et moi, j'ai vu le risque qu'il représentait, mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu sur la glace, donc je me suis dit, je vais le mettre haut dans mon classement. C'était pas pour choquer ou bien pour dire aux gens, s'il sort, je vais vraiment passer pour un génie. C'était vraiment pas ça, c'est parce que j'aime beaucoup ce prospect-là, puis je l'ai mis haut, parce que je l'aurais pris très haut. Mais comme je disais, ma job est pas en jeu pour ça, tu sais, à part même ma réputation. Je m'en fous un peu, parce que je fais ça par passion et non pas par obligation. J'ai pas de réputation en jeu. Mais c'est quelque chose que je vais changer cette année. En fond, je vais mieux évaluer les risques des joueurs et pas mettre ma job en jeu, mais comme si. Tu sais, mettons, il y a un joueur que j'aime pas beaucoup, mais je sais qu'il va sortir tôt. Je sais que c'est un joueur qui a plus de probabilité de faire la nationale à cause de son gabarit, à cause de son acharnement, ou bien de son niveau de responsabilité sur la glace. Et je vais mettre plus haut. Un bon exemple, Wyatt Jensen ou bien Riley Kidney, que je voyais pas beaucoup d'offensives, mais que je savais qu'il y avait beaucoup de chances de faire la nationale de hockey en raison de leur intelligence et de leur responsabilité sur la glace. Des joueurs qui sont bons dans les deux sens. Ce genre de joueurs-là, les équipes de la nationale aiment ça. Donc, souvent, ils vont être repêchés assez haut, comme Wyatt Jensen était repêché très haut comparativement à où je l'avais mis. Donc, petit changement dans ma mentalité. Et c'est pour ça que je mets Philip Bysted au 15e rang. J'aurais probablement mis vers 18-19 si je m'étais écouté au niveau de mes préférences. Mais je sais qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est un centre, il y a un gros gabarit, un gars qui bouge bien, qui a une bonne vision, mais en ce moment, ça fonctionne pas hyper bien pour l'exécution et pour la finition. Donc, il va falloir qu'il m'en monte plus pour qu'il monte dans mon classement, mais j'étais au courant que
ce genre de profil-là, les équipes aiment ça. Puis moi aussi, j'aime ça. Là. C'est pas un mauvais espoir. Là. Je l'ai mis 15e, là. Je l'ai pas mis 32e. Là. Mais il manque quelque chose. C'est pas un gars qui manque d'acharnement ou bien qui est vache sur la glace, mais il tourne beaucoup en rond. Pas beaucoup de croisés pour prendre l'accélération. Il y a des petites affaires qui font en sorte que son dynamisme n'est pas encore assez élevé. Mais il prend des bonnes décisions avec la rondelle. Fait, il y a quelque chose à faire avec lui. Et on verra avec sa progression. Ensuite, 14e, Lian Bichel, qui est un Autrichien. Non, c'est Casper l'Autrichien. Lui, c'est un Suisse. Ouais. Lian Bichel, c'est un Suisse, défenseur hyper robuste. Il a joué dans SHL. Il n'a pas fait de l'équipe, malheureusement. Il jouait vraiment beaucoup. Il a fait une mise en échec illégale à la tête à un joueur. Il a eu 24 minutes de pénalité. Il a joué un peu moins le match d'après, puis après ça, ça a droppé à 2 minutes, 3 minutes par match. Et là, ben, il est dans la nationale. J'ai vraiment été déçu de Lexan de faire ça. Lexan étant l'équipe dans laquelle il joue. Parce que ça allait quand même bien. Mais bon, là, il a joué un match, je crois, dans la nationale. Il y a une passe, je me souviens bien. Donc, probablement que c'est la bonne décision pour qu'il développe un peu plus son offensive. C'est un gars qui bouge bien, qui est mean, qui est vraiment méchant. Genre de profil que les équipes de la nationale de hockey vont aimer. Je l'adore. Donc, je l'ai mis 14e. Mais si, mettons, je m'étais écouté par rapport à l'année passée, je l'aurais mis probablement dans mon top 10 du top 20. Je regarde, là, ouais, probablement top 10. Et mais là, tu sais, c'est pas un gars qui a une offensive à tout casser. Ça demeure un projet. Ça se fera pas dans 3 ans, ce joueur-là dans la nationale de hockey. Ça va être plus dans 4-5 ans. Fait que tu sais, je me suis mis ça dans la tête, puis j'ai dit, OK, je vais le baisser dans mon classement, puis on verra au cours de l'année. Et mais tu sais, sachez que je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais écouter tous ses matchs cette année. Fort probablement que je vais écouter tous ses matchs cette année. Donc, vous allez avoir un bon portrait à la fin de l'année sur ce prospect. 13e, il y a Jonathan Lekkerimäki. Bon. Je l'ai regardé juste dans l'Inka Gretzky. Je pouvais pas m'empêcher de le mettre assez haut dans mon classement. Il y a tellement du talent, ce joueur-là. Que ce soit la rapidité, l'efficacité avec son tir. Je le vois plus comme un fabricant de jeu dans le Linka, mais je le voyais plus comme un fabricant de jeu pendant que j'écoutais le Linka Gretzky. Mais il y a genre 6 buts en 5 matchs ou 5 buts en 6 matchs. Donc, il y a une très bonne efficacité au niveau de son tir, à une très bonne précision et tout. Là. Il sait comment marquer, se démarquer aussi, et utiliser sa mobilité là, pour vraiment utiliser les faiblesses du corps défensif ennemi pour faire des occasions de marquer. Des occasions de marquer. Pardon. Donc, là, je ne l'ai pas encore vu dans son pays, en Suède. Là. Il joue pour Djurgårdens Gardens, dans la nationale. Il y a un match qui est sorti. Enfin, il joue un peu avec. Je pense qu'il joue avec plusieurs autres espoirs de la Suède, mais pas encore vu jouer. Je l'ai pas encore écouté. C'est ce que je voulais faire hier. Mais Instat était down, donc je l'ai pas fait. 12e échelon. Liam Ogren, qui est son coéquipier, le coéquipier à Jonathan Lekkerimäki. Je l'ai vu jouer dans SHL, je l'ai vu au Linka Gretzky, un gars hyper mobile, bon dans les deux sens de la rondelle, dans les deux sens de la patinoire, efficace, prend les bonnes décisions, sait comment se rendre menaçant, donc un autre espoir très offensif. C'est une bonne cohorte quand même de la Suède, je voudrais, là, elle est profonde, il n'y a pas le top 1 comme on voudrait, mettons, là. Mais sachez qu'elle est profonde, la cohorte, en ce moment, de la Suède, puis ça va être vraiment le fun à regarder cette année. Liam Ogren joue un peu comme William Eklund, qui est son coéquipier avec Djurgårdens dans la SHL. Je l'ai vu 1 ou 2 matchs en SHL, 2 matchs. Et là, il est dans la nationale, dans la Ligue junior. Je suis correct, là, je l'avais pas nécessairement aimé dans la SHL, là, il était perdu un peu sur la glace. Donc, c'est bien correct qu'il se retrouve dans la nationale. Liam Ogren, il joue avec William Eklund dans la nationale. Je l'ai bien aimé, là, ce qu'il a fait avec Djurgårdens dans la nationale, surtout dans le deuxième match. Dans le premier match, ça n'allait pas super bien, sérieusement. Il était vraiment perdu. Il tirait de loin rendu en offensive. On dirait qu'il avait peur un peu de se faire plaquer. Il ressemblait beaucoup d'une poule pas de tête. Là. En deuxième match, c'était beaucoup mieux. Mais je comprends l'équipe de l'avoir mis dans la nationale. Ça va beaucoup mieux dans la nationale. J'ai commencé à écouter son match. Puis j'ai pas terminé. Je vais continuer aujourd'hui ou demain.
Et c'est un peu comme il était dans Hilden Coglitz, qui est très efficace. Donc, je vais le garder à l'œil cette année. Genre de prospect qui va sortir au début du repêchage. Je sais pas quel rang, je sais vraiment pas. Là, c'est vraiment sa progression cette année qui va nous le dire. Même chose un peu pour Philippe Messar. Messar, c'est un Slovaque qui joue en ce moment dans son pays. Un joueur que j'aurais probablement mis plus haut si j'avais été un peu comme l'année passée. Très mobile, tout le temps en mouvement. C'est comment se faire oublier par la défensive adverse, passer en arrière du filet, se mettre sur le côté du gardien de but pour se mettre en option. Capable aussi de prendre la rondelle et se créer des occasions, utiliser ses coéquipiers pour soi-même s'offrir en option de passe pour faire un but. Donc, très bon prospect, petit joueur de périphérie, donc espoir généralement qui sortent un peu plus tard comme Fabian Lucel l'année passée que j'aimais beaucoup et Martino qui ont sorti plus loin parce que c'est des joueurs un peu plus de périphérie avec petit gabarit. Donc, à garder en tête, là, Philippe Messar, mais peut-être première ronde, là, mais peut-être plus deuxième aussi, on verra. Ensuite, l'Autrichien Marco Kasper. Lui, j'en ai parlé, je pense, dans les 2 premiers épisodes, surtout dans le deuxième. Un gars qui est capable de tout faire sur la glace, très bon. Il avait quand même eu un bon tournoi l'année passée dans le World Junior, qui joue très bien en SHL, qui a bien joué dans la Ligue des Champions et dans la Nationale quand il est allé pour 2 ou 3 matchs cette année. Donc, un autre joueur que j'adore, vraiment. En plus, son nom est vraiment hot. La science des noms est très importante dans le recrutement de Pascal. Quand il y a un joueur qui a un nom vraiment cool, ça ressort tout le temps un peu. Marco Kasper, ça sonne bien, ça fait vedette. Mais c'est pas là-dessus que je base mon classement, mais c'est un petit plus, mettons. C'est des blagues, là, c'est pas grave. Donc, je l'ai mis 10e, cet Autrichien-là. Gardez-la à l'œil, sérieusement. Profil que les joueurs, que les recruteurs de la nationale de hockey aiment bien. Ressemble beaucoup à Jan Michak. Je trouve peut-être moins scoreur, mais plus rapide, mettons. Le moins selfish. Mais bon, bref, on regardera plus tard. Ludwig Persson. Je pense que c'est Persson, ce qu'il faut dire. Dans le fond, Ludwig Persson. J'en ai parlé dans les 2 premiers épisodes. Là, très, très bon joueur. Et dans le fond, ce qui est le plus intéressant dans ce gars-là, c'est qu'il est très bon en offensive, mais il joue vraiment... Il pense la game comme elle doit être pensée. Il attaque bien le porteur du disque pour y enlever la rondelle, il utilise bien son bâton, il couvre les lignes de passe, il est capable de relancer l'attaque par la passe ou avec ses patins. Il a une bonne mobilité en offensive. Il y a un petit manque de finition, mettons, là, mais il y a une très bonne touche de rondelle, capable de contrôler le jeu sur le power play, mais c'est plus son coéquipier qui le fait, là, mais il est capable aussi. Je pense qu'au cours de la saison, il va probablement voler la job de ça, parce que l'autre, il est plus vieux, donc il va probablement aller dans l'Allsvenskan ou dans SHL. Là. Mais Ludwig Persson, très bon joueur de hockey à garder à l'œil. Ensuite, au 8e rang, Elias Salomonson. Défenseur, ça va pas bien. Ça va pas bien pour Salomonson, sérieusement. Dans les Linka, ça n'a pas bien été. Il était tout le temps visible, mais pour les mauvaises raisons. Dans la nationale, au niveau de dans la SHL, la pré-saison, ça allait pas super bien. On le remarquait pas, ce qui est pas si mauvais. Mais en offensive, il était pas là pantoute. Sa mobilité, il l'utilisait surtout pour se dégager de la pression, ce qui est très bien. En ce moment, je pense qu'il sait faire vraiment au jeu défensif. Et c'est correct, probablement que son équipe préfère ça. C'est pas son équipe est pas ma préférée, c'est Skellefteå, je sais pas comment le dire, là. C'est l'ancienne équipe à Jacob Olofsson. Je trouve pas qu'ils sont super bons avec les espoirs généralement. Mais peut-être que je me trompe, là. C'est peut-être juste moi, là. Mais j'aimerais ça le voir ailleurs, mais bon, bref. Il y a quand même un bon temps de jeu. Il est utilisé surtout en défensive. Donc, il va progresser, là, mais j'espère qu'il ne stagnera pas à son jeu en ce moment. Il faut qu'il prenne confiance. On verra. 7e position, j'ai pas pu m'empêcher de le mettre assez haut, là, Joachim Kemmel, le Finlandais. Un peu une meilleure version de Jonathan Lekkerimäki et Phil Messar. Il joue en ce moment avec Brad Lambert, qui a joué 2 matchs. J'ai regardé les 2 matchs, j'ai juste pas encore eu le temps de... J'ai fait le texte, mais je ne l'avais pas parlé. C'est de la Finlande que je voulais parler aujourd'hui, en fait. La Finlande et
du début des États-Unis, mais j'ai pas eu le temps. Donc, en ce moment, je trouve qu'il supplante Brad Lambert en tout point, que ce soit défensif, offensif, relance, sans la rondelle, avec la rondelle. Kemel est beaucoup plus efficace. Brad Lambert a meilleur potentiel. Il a plus de chances d'arriver, mettons, à maturité avec de remplir son potentiel que Kemel. Mais c'est pour ça que Lambert est plus haut dans mon classement. Mais j'adore Joakim Kemel. Est-ce qu'il va sortir top 10? Je penserais pas. Top 15, fort possible. Mais il y a beaucoup d'Américains cette année qui vont être bons. Au Winninka, les Américains n'étaient pas bons parce qu'ils n'avaient pas leur équipe. C'était pas les joueurs du programme américain qui étaient là, c'était d'autres. Donc, on va se garder une gêne pour évaluer les États-Unis pour l'instant, là, mais ça s'en vient. Le premier match du programme américain était aujourd'hui en pré-saison. Donc, probablement que je vais avoir accès demain. J'ai excessivement hâte de voir cette cohorte-là. Donc, probablement que la semaine prochaine, s'ils ont 2 ou 3 matchs de jouer, je vais probablement faire un épisode là-dessus au complet. On verra. Donc, Kevin, je l'adore. 6e position, David Jiricek. Lui aussi, je n'ai parlé au dernier épisode. Un Tchèque, défenseur général à la ligne bleue. Bon en relance, bon pour attaquer le filet, pour défendre son filet. Je le vois très haut dans le repêchage, plus haut que certaines personnes. Salomonson, généralement, est le 3e défenseur qu'on met dans le top 10. Mais moi, Jiricek, je le mettrais avant Salomonson pour l'instant. C'est sûr que c'est pas le gars le plus mobile, mais il a une bonne vision, donc généralement, il n'est pas en retard ses jeux. Mais on verra en plus, il est quand même physique. Donc on verra là, au cours de l'année. Après ça, Danila Yurov, il pourrait être plus haut. C'est un Russe, mais il joue en ce moment 2 ou 3 minutes par match en KHL. Donc il faut absolument qu'il soit rétrogradé à la VHL comme Miroshnichenko pour qu'on voit un peu plus son talent et pour qu'il se développe, maudit, en 2-3 minutes par match, ça sert à rien. Donc j'espère vraiment qu'il va augmenter. Je l'ai mis 5e, il pourrait être... Je pense que je pourrais le mettre avant Brad Lambert. Brad Lambert, je l'ai mis au 3e, je vais en parler tantôt. Là. Mais j'adore ce joueur-là. Donc, ça se pourrait très bien que d'ici Noël, il dépasse si Lambert il joue comme en ce moment. Après ça, 4e place, Juraj Slafkovský, qui a joué 1 ou 2 matchs en Sarja, dans le fond, dans la Ligue junior de Finlande. Il a vraiment bien joué. Là. Puis il a été rapporté tout de suite en Liga. J'ai pas encore écouté son match en Liga, bien hâte de l'écouter. J'avais écouté ceux-là en pré-saison, puis j'avais écouté ceux-là en pré-saison, et j'avais vraiment adoré son jeu, donc je comprenais pas pourquoi il avait été rétrogradé, mais je pense que c'était une question de... il y avait 2-3 jours sans match, donc il a préféré rétrograder pour le ramener après. Mais j'ai pas confirmé rien, j'ai pas regardé le calendrier, mais ça doit être quelque chose comme ça. Power forward, très rapide, un bon shot. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un peu plus de travail sur son patin, mais sérieusement, il est bon, il fonce au filet. Il est capable de faire des jeux aussi, une bonne vision. Donc, lui, dans votre keeper, là, gardez-les en vue. Ensuite, 3e position, j'ai mis Brad Lambert. Pas mal sûr qu'il va finir 2e au classement en fin d'année dans mon ranking. Là. Tout le monde le met là, puis c'est pas pour rien. Il est rapide. Il y a une façon de jouer un peu comme McDavid, en fait. C'est pas McDavid, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand tu le regardes jouer, tu es capable de voir des similitudes dans leur façon de jouer, d'utiliser la rapidité, toujours faire tout à haute rapidité, notamment à haute vitesse. Ce gars-là, il patine, c'est fou. Là. Mais il s'éparpille beaucoup sur la glace. Il essaye des passes par en arrière, il n'y a pas de joueur qui le suit, fait que ça fait des revirements. Donc, il va falloir qu'il apprenne à jouer pro. Il joue vraiment junior en ce moment. Et ça aide pas beaucoup, mais c'est très flashy au World Junior, dans les événements internationaux. Mais dans la Liga, il se fait avoir. Donc, Kemel est beaucoup plus efficace que lui là-dedans, parce qu'il est moins risqué. Mais si Brad Lambert il réussit à jouer plus nord-sud, mettons, et à s'affairer, à bien jouer avec la rondelle, au lieu de juste essayer de se penser bon puis de se regarder jouer. Je dis pas qu'il y a un problème d'attitude, mais maintenant, il faut que tu utilises tes coéquipiers, faut que tu t'arrêtes faut que tu t'adaptes. Hein? Faut que tu t'adaptes à tes coéquipiers, puis lui, il le fait pas. Puis j'ai hâte de voir. 2e position, Simon Nemec. Nemec, je l'aurais probablement mis plus bas si j'avais été dans la même mentalité que l'année passée. Mais je l'ai mis au 2e rang parce que c'est un excellent défenseur offensif. Excellent. Et il a quand même un bon bâton en défensive. Donc, il y a un potentiel, mais il a souvent tendance à paniquer. Il se fait contourner. Donc, il a tendance à pincher et à mettre de la pression sur le porteur du disque. Il va falloir qu'il fasse attention à ça. Mais il joue en Slovaquie.
Donc, il y a quand même des chances qu'il se développe quand même bien. Il va jouer énormément. Il va produire, ce gars-là, toute l'année. Là. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Mais il y a des affaires à travailler. Mais le potentiel est vraiment incroyable pour lui. Puis j'ai pas de misère à le mettre deuxième. Il va probablement sortir dans le top 5 là, en juillet prochain, parce que le repêchage, ça va être le 7 et le 8 juillet prochain. Puis on va être là. C'est sûr que j'y vais. C'est à Montréal, j'y vais. C'est sûr et certain. J'espère qu'on va être capable de faire un live. On ne sait pas encore. Il faut avoir accès à Internet pour ça. Hein. Et, mettons que partager sur connexion avec un téléphone pour faire un podcast, c'est un peu spécial. Mais on verra. Bon. Premier rang, il en manque un que j'ai parlé beaucoup, Ivan Miroshnichenko. Un autre joueur que j'aurais pu mettre plus bas parce que en KHL, je le trouvais bon sans la rondelle, avec la rondelle aussi, mais il n'a pas réussi à produire. Et là, il a été mis dans la VHL, puis il produit, mais son jeu sur la glace a changé. Il est pas aussi efficace sans la rondelle, son physique non plus. Il replie pas autant, donc je pense qu'il est frustré un peu. Je trouve ça plate parce que c'est vraiment un bon espoir. Il est signé longtemps pour la Russie, donc peut-être qu'il va être éclairé du top 5, là, j'ai aucune idée. Un peu comme Matvei Dmyshkov, je pense qu'il a signé pour 5 ans. C'est un peu tannant, mais bon, il va arriver à maturité dans la Ligue nationale de hockey, puis il va déjà être une vedette, donc je peux comprendre son move. Mais il est bon partout sur la glace. Il a un bon shot, un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey. Un des meilleurs shots du repêchage. Je dirais, Urov en a un très bon, Slavkovski aussi, mais lui, c'est une coche au-dessus. Vraiment une coche au-dessus. Et il utilise très bien l'écran devant lui. Bref, gardez-la à l'œil dans vos keepers aussi, mais peut-être pas, garochez-vous pas dessus l'automne prochain parce que il va rester longtemps en KHL, là, mais très bon espoir. Donc, ça finit la section top 20 de Europe. Là, je pourrais vous parler des espoirs du Canadien. J'ai regardé surtout Kapanen encore, mais il n'y a rien à dire vraiment. Je pense qu'il s'est blessé, malheureusement. Donc, je sais pas, je vais être capable de le regarder dans les prochains jours. On verra s'il se rétablit. Camp d'entraînement du Canadien qui commence maintenant. Donc, là, c'est sûr qu'il y a un hype sur Goulet puis sur Norlinder. N'importe qui est capable de faire un take sur Twitter pour dire « Ah, Norlinder, selon ce que j'ai vu, il devrait pas jouer. » Mais je serais étonné de voir le nombre de personnes qui ont vraiment vu jouer Norlinder puis qui s'avancent sur des observations comme ça. La chose la plus safe, ça serait de le renvoyer en SHL. Mais s'il connaît un bon camp, on sait bien. Là. Il dit « Ah, j'ai toujours dit qu'il était bon, faut qu'on lui donne sa chance. » Kotkaniemi avait eu un bon camp d'entraînement, mais on aurait dû l'en renvoyer en Finlande. Même Benjamin l'a dit. C'est la même chose pour Norlinder. Même s'il est bon, il faut absolument le shooter en Suède. Faut pas qu'il joue cette année. Vraiment pas. En plus, c'est une année qu'il n'a pas une bonne défensive. Il est pas bon en défense. C'est un piège. Faut pas qu'il joue cette année dans la Ligue nationale de hockey. Même affaire pour Goulet. Goulet, là, c'est un gars sûr pour la Ligue nationale de hockey. Sûr et certain. Il va jouer dans la Ligue nationale de hockey. Probablement qu'il fera un job cette année. Fort probablement. Mais il doit jouer dans la WHL cette année pour développer son jeu en offensive, continuer à prendre du poids, à prendre la mobilité et à avoir une meilleure game. Il va jouer au World Junior, il va être le capitaine, c'est de l'expérience vraiment importante. Il faut qu'il laisse aller là. Puis tu sais, c'est quelque chose que je dis depuis le début dans ce Scoutcast. Je m'avancerai pas trop. Je pense que je ferai pas de section sur les Canadiens de Montréal nécessairement, parce que je ferais juste me répéter ce qu'on a dit aussi dans le podcast, le TSLH podcast principal. Donc ça sert pas à grand chose de vous en reparler. J'ai très hâte de voir les matchs intra-équipe des jeunes, sérieusement. J'ai vraiment hâte de les voir aussi contre les équipes des autres. Les autres équipes, pour voir un peu leur évolution. Tu sais, Simoneau, j'ai hâte de voir. Les gars de Laval aussi, RHP. Après ça, Norlinder, Goulet. C'est dommage que Struble, Harris, Tuck soient pas là, mais ça va venir, inquiétez-vous pas. Ça va venir. Harris, j'ai pas abandonné. Je pense bien qu'il va signer avec le Canadien de Montréal. J'ai pas de source sur rien, mais je le verrai pas pourquoi il signerait pas. Il est en plein ce que Montréal a besoin. Puis l'année prochaine, il va bagarrer pour un poste. Au pire, ça va être à Laval, là. Mais il est en plein ce que Montréal a besoin. Fait que, on verra. Au niveau de l'attaque, il n'y a pas de place. Il n'y a pas Paling, il n'y a pas de place. Je pense bien qu'Harvey Pinard va avoir quelques
quelques chances cette année là, avec un rappel, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des blessés. C'est sûr et certain. Gallagher ne jouera pas 82 matchs. Sûr et certain. Donc, Ilonen, RHP, Harvey Pinard, vont avoir des chances de se faire valoir avec le Canadien de Montréal. Même chose en défensive. On a Romanov qui va bien jouer. Je suis sûr et certain qu'il va continuer sa progression. Là. C'est un stud. Là, on n'a pas encore vu nécessairement le vrai Romanov. J'ai vraiment hâte de voir. Il faut juste qu'il diminue un peu son temps sur la glace. Là. Mais par présence, je veux dire. Mais bon, bref. Ensuite, au niveau des espoirs, Riley Kidney, c'est sûr que j'ai hâte de le voir cette année. Dans le camp d'entraînement aussi. Le mois de septembre est tout le temps vraiment intéressant. Et le début du mois d'octobre aussi pour le vrai camp. Et je vais essayer de vous en parler. Tout ce qui se promène un peu sur Twitter de temps en temps, je vais essayer de vous en parler. Mais en ce moment, cette semaine, il n'y a rien qui est sorti. Il y a aujourd'hui qui ont des pratiques sur la glace. Et il n'y a rien qui est sorti encore. Donc, quand il va y avoir des matchs, la semaine prochaine, je vais essayer d'avoir une section sur le camp d'entraînement pour le Canadien de Montréal. Et le camp professionnel, le camp de développement, là, et le vrai camp, là, je vais en parler un petit peu. Mais pour cette semaine, je voulais vraiment me concentrer sur mon top 20, faire un petit résumé des 2 premiers épisodes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de répétitions, mais bon, bref, ça va être moins pire pour les autres semaines. Je vais essayer de parler un peu plus de prospects différents que j'ai déjà parlé. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté de m'avoir écouté déblatérer pendant 42 minutes. J'adore ça, faire ça. Donc, s'il y a du monde qui écoute, puis qui nous donne des commentaires, puis qui donne des avis sur Apple Podcasts, qui partage, c'est toujours vraiment plaisant, sérieusement. On trippe à faire ça. Même s'il y avait juste 10 personnes qui m'écoutaient, ça me dérangerait pas. Je le ferais pareil, parce que c'est ça. J'aime ça, faire ça. J'adore ça. Donc, là, cette semaine, j'ai pas produit beaucoup de texte sur toursurlehockey.com, mais je devrais être moins pire là, cette semaine, là, parce que Instat est débugué ce matin. Donc, je vais être capable d'écouter pas mal plus de matchs. Donc, suivez-nous sur Twitter, Facebook, allez sur le site, mettez-les dans vos favoris. Allez-y tous les jours, 400 fois par jour. Je niaise. Mais partagez, commentez, aimez nos statuts. Sérieusement, on fait ça par passion. On n'est pas là pour du clic, pour générer des fausses informations et faire de la pagaille sur le dos des joueurs, sur la santé mentale des joueurs. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous donner du bon contenu original. On écrit souvent des textes originaux et pas juste du copier-coller des autres. On essaie de donner nos opinions et tout. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.